Ouais, mesdames, messieurs, on reprend. Comme ça, on finira un peu plus tôt. Et on rentrera un peu plus tôt à la maison, ou ailleurs d'ailleurs. Merci beaucoup, merci à tous. Donc le dernier... Rime, attention. Non, non, vous avez failli tomber, c'est parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur pour vous, en fait, pour tout vous dire. Accident du travail, voilà. C'est bête de passer l'été avec un plâtre. C'est pas terrible. Donc on repart pour un dernier atelier qui est un retour d'expérience concret sur les nouvelles technologies du fond chaleur. J'appelle Xavier Martinez, qui est directeur général de l'entreprise Heliopac, à venir me rejoindre. Et Laetitia Brottier, cofondatrice de Dualsun. Arnaud Sarzac, bureau d'études techniques Solarsen. Et Olivier Godin, également, pour Solisart. On a beaucoup entendu parler de Solisart, notamment au travers des installations de Gaël Parins. Xavier Martinez. Alors, on va commencer, je crois, par 2 témoignages, c'est ça, hein, Xavier Martinez. Alors, je vais voir avec la régie. Ouais, c'est ça. On commence par 2 témoignages alors c'est des maîtres d'ouvrage, je crois, une société d'exploitation aussi, qui ont utilisé votre technologie. Exactement, donc 2 témoignages de partenaires, donc qui ont des rôles différents chacun. Dans un premier cas, je ne sais pas lequel est prévu en premier, dans un des cas, c'est... Éric Pistien, je crois, qui est directeur d'exploitation de la SEM Énergie. Là, on a un exploitant, Voilà. un exploitant qui a à la fois un exploitant et un installateur. C'est lui qui a fait la mise en service, l'installation du matériel. S'il vous plaît, messieurs, dames, s'il et vous plaît. qui assure la maintenance. Merci. Derrière. Donc c'est vraiment un retour de terrain là, pour le coup. Et le deuxième témoignage, c'est un bureau d'études. Donc c'est le bureau d'études de Pouget qui va présenter la réalisation qui a été faite sur une autre opération. Et il s'agit de 2 technologies un petit peu différentes. Donc en introduction, je peux peut-être dire qu'on est une société qui fabrique des systèmes de production d'eau chaude essentiellement sanitaires, utilisant des packs solaires, d'autres systèmes aussi avec d'autres solutions thermodynamiques, mais surtout et avant tout des packs solaires. Alors quand j'entends parler de nouvelles solutions, ça me fait un petit peu sourire parce qu'on fait ça depuis 1990. Donc on a un système, le premier qui va être présenté, qui est commercialisé sous l'appellation Heliopac System et qui associe un capteur solaire souple, sans vitrage, avec une ou des pompes à chaleur solaire au haut, et un deuxième système qui va être présenté par le bureau d'études Pouget, donc sur une réalisation à Nantes, et qui associe cette fois-ci un capteur PVT qui est fabriqué par la société Dualsun, avec laquelle on collabore depuis une douzaine d'années maintenant, avec la même pompe à chaleur solaire au haut. Voilà. Donc le premier témoignage, c'est donc un témoignage d'Éric Pistien, qui est de la société SEM Énergie et qui a fait, je crois aujourd'hui, 3 installations en région parisienne avec des packs solaires. Alors, je ne sais pas comment on lance la vidéo. Elle va partir. Donc on va laisser la parole du coup à Éric Pistien. Je crois qu'il en parlera aussi bien que moi. Voilà. Bonjour, Éric Pistien, société SEM Énergie basée en Île-de-France. Je suis directeur d'exploitation de cette société. Nous sommes une société de 50 personnes. Nous avons démarré en 2015, nous étions 7, nous sommes aujourd'hui 50. Et nous travaillons essentiellement autour des bailleurs sociaux et des communaux. Nous gérons à peu près 30 000 logements en Île-de-France et principalement du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire. Voilà, donc, merci beaucoup d'intervenir pour ces états généraux de la chaleur solaire. Alors, vous venez de nous expliquer, vous gérez 30 000 logements. Vous avez choisi, ces dernières années, le système Heliopac.
pour notamment de la rénovation, je crois à travers un exemple type. Est-ce qu'un immeuble de Nanterre Énergie, je crois, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi ce système Heliopac? Alors oui, après avoir exploité pas mal d'installations solaires thermiques traditionnelles, on s'est tourné vers le système Heliopac que nous avons pu exploiter pendant 7 ans sur une première période. Et donc, ce retour d'expérience nous a permis de vérifier qu'il y avait une fiabilité tout au long de l'année sur la production d'eau chaude sanitaire. Donc, du coup, on a essayé, en partenariat avec Nanterre Cop Habitat, de mettre en place un système Heliopac. Ça a plutôt bien marché et on l'a fait sur une installation existante des années 70. C'est-à-dire qu'on est sur de la rénovation et pas sur de la promotion et des immeubles neufs. Donc le challenge était d'autant plus important puisqu'on est sur du bâti existant. Il a fallu pouvoir installer ces systèmes et les mettre en place et surtout les rendre viables. Donc aujourd'hui, on a vraiment des installations qui sont très viables puisqu'on en est à la 3e réalisation sur Nanterre Cop Habitat et on arrive à dégager sur les premières installations un peu plus de 320 mégawatts d'ENR sur une réalisation de 2019. Donc les résultats sont plutôt très probants et je pense que c'est une expérience qu'on va renouveler encore une fois aussi bien avec Nanterre Cop Habitat que d'autres bailleurs sociaux, donc Batigère et ICF La Sablière, pour ne pas les citer. Justement, il y a des vrais facteurs de reproductibilité de ce type d'installation? Oui, parce que nous, on s'est permis de communiquer justement autour de ces réalisations auprès de nos bailleurs sociaux. Comme je vous l'ai dit en entrée, nous sommes complètement dédiés aux bailleurs sociaux. Notre activité, c'est celle-ci. Et donc, du coup, on a pas mal de contacts. Et ce retour d'expérience, on l'a partagé avec les bailleurs sociaux qui sont plutôt friands, eux aussi, de ce type de NR. Les économies générées sont substantielles? Alors, les économies générées sont plus que substantielles puisqu'on arrive à atteindre à peu près 40% d'économie d'énergie sur des productions d'eau chaude sanitaire Heliopac, et cela toute l'année, même si effectivement en hiver on a des rendements, des COP qui s'écroulent un petit peu. Tout cela se réactive surtout dans des périodes comme celle-ci où on a des températures extérieures qui remontent. Et la fiabilité des systèmes, elle est incontestable aujourd'hui? Alors là, c'est l'exploitant qui parle, c'est le terrien, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'avoir des retours fiables. Il y a une technicité qui est aussi simple que celle d'une production d'eau chaude sanitaire traditionnelle, où on a une chaudière, une production ECS. Là, c'est exactement la même chose. On travaille autour de l'hydraulique, on a une pompe à chaleur hydrogène, mais cette partie-là est j'ai envie de dire, très neutre par rapport à la partie hydraulique. Donc, très simple d'utilisation, très simple d'exploitation, pas de surcoût dans la maintenance. Voilà. En gros, vous conseillez ces systèmes? En tous les cas, celui-ci, oui. Le système Heliopac, pour moi, est un des meilleurs systèmes que l'on ait pu exploiter. Après, il y a d'autres systèmes pompe à chaleur. Je ne rentrerai pas dans le débat. Moi, celui-ci me convient bien puisque ce système avec des capteurs plans souples solaires, c'est vraiment ce qui est idéal pour, en tous les cas, les immeubles qui sont dotés de toits terrasses. Eh ben, merci beaucoup Éric Pistien pour cette intervention et vous apportez en tout cas votre pierre au débat de ces états généraux de la chaleur solaire. Merci beaucoup d'être intervenu auprès de nous. Merci. Merci à vous. Et là, maintenant, on va écouter une deuxième. Ah, vous voulez réagir peut-être déjà? Alors, peut-être oui, deux mots pour dire des éléments qui me paraissent importants pour bien réussir une opération de PAC solaire. Parlez bien dans le micro, Xavier. Oui, ouais. Donc un des éléments importants, c'est d'avoir, à mon sens, d'une part un chef d'orchestre, c'est-à-dire quelqu'un qui suit l'opération, une structure qui suit l'opération depuis le projet initial jusqu'à la mise en service et derrière jusqu'au suivi, et qui puisse faire une continuité entre ce qui a été imaginé d'un côté par un maître d'ouvrage et un bureau d'études, et ce qui sera posé par un installateur, et ce qui derrière sera entretenu par une entreprise de maintenance, et qui ait une continuité qui soit apportée. Et sur la PAC solaire, que ce soit nous, Heliopac, ou que ce soit notre confrère Giordano, on a intégré cette mission de chef d'orchestre dans le métier du fabricant. Alors, on n'est pas un fabricant au sens de fabricant que peut être par exemple Dualsun, qui va fabriquer des capteurs solaires thermiques en très grande quantité. Nous, on a plus une approche qui est une approche d'ensemblier. On va proposer des solutions, des systèmes, on ne va pas proposer des composants. Et c'est en ça où on peut avoir cette mission de chef d'orchestre qui va fédérer l'ensemble des acteurs. Et le deuxième élément, c'est d'avoir des acteurs qui sont bons. Donc les acteurs, c'est effectivement le bureau d'études en amont, l'installateur, l'exploitant. C'est plus facile quand il n'y a pas de passage à faire entre
l'installateur et puis l'exploitant. Et pour que ces acteurs-là soient bons, il n'y a pas beaucoup de solutions. D'abord, il faut les payer. Quand on met un exploitant et qu'on regarde uniquement le prix auquel on va payer sa mission et qu'on cherche à avoir le prix le plus bas et qu'on ne lui demande pas de résultats, enfin de critères de qualité derrière, forcément on a des chances d'avoir des installations qui ne vont pas bien marcher. C'est pareil avec le bureau d'études, si on donne juste la mission de sortir le budget d'investissement qui sera le plus bas pour passer dans des critères par exemple réglementaires, on a des chances de ne pas avoir le meilleur résultat au final. J'ai l'impression que la confiance joue beaucoup aussi. Et le travail d'équipe. Alors, effectivement, dans tout cet ensemble-là, dans tous ces acteurs, et la particularité dans le bâtiment, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a la confiance et il y a besoin de communiquer. Et même quand il y a la confiance, il faut réussir à faire communiquer tous ces acteurs et à faire vraiment transiter du début du projet, qui sur du projet collectif de ce type-là il peut s'écouler 2 voire 3 ans entre l'idée initiale et puis la mise en service. Et donc, il y a vraiment un gros travail de communication. Et pour ça, c'est la raison pour laquelle il y a besoin d'un chef d'orchestre. Et c'est en ça que je trouvais assez intéressant de faire témoigner des acteurs, un exploitant d'un côté. Et là, je vous propose le témoignage plutôt du côté du bureau d'études. Donc là, on était en région parisienne. Je vous propose de partir à Nantes sur un bâtiment avec une technologie un peu différente. On va voir du capteur Dual Sun, donc du capteur hybride cette fois-ci, qui alimente une pompe à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire. Et ça tombe bien, on a Laetitia Breutier avec nous pour Voilà. parler aussi de ce projet. Vincent Brère de Pouget Consultant. La régie, c'est parti. Yes, merci beaucoup. Vincent Brère, bonjour. Bienvenue à ces états généraux de la chaleur solaire. Merci d'être parmi nous par visioconférence. On va évoquer un projet dans le cadre des retours d'expérience dont nous parlons en ce moment. Un projet que vous avez réalisé sur Nantes, sur un bâtiment classé. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un peu plus sur ce bâtiment qui a été rénové, hein? C'était des bureaux, ce sont devenus des logements collectifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce bâtiment ? Oui, bonjour Jean-Louis. Donc, il s'agissait effectivement de reconfigurer un immeuble de bureau des années 1900 en résidence d'accueil pour jeunes travailleurs gérés par un bailleur social et donc pour créer 39 logements d'accueil dans ce bâtiment qui est classé au patrimoine industriel nantais. Ce qui veut dire qu'il y a de fortes contraintes architecturales, hein, on est d'accord ? Ce qui veut dire qu'effectivement, on doit garder un aspect de façade historique et donc clairement, on va éviter par exemple l'isolation par l'extérieur. On va venir au cœur du sujet, de notre sujet en tout cas, qui est le système énergétique. Vous avez opté pour une PAC hybride solaire. Pourquoi avoir fait ce choix ? Alors, notre première conviction était de travailler fortement sur la réduction des charges pour l'exploitation ensuite par le bailleur social et de proposer des loyers très modérés aux jeunes travailleurs, tout en atteignant un niveau BBC rénovation. Donc, on voulait rester sur une énergie toute électrique, donc un niveau d'isolation suffisant pour rester en chauffage électrique et ensuite un complément de l'eau chaude sanitaire. Assez naturellement, finalement, nous sommes arrivés à la pompe à chaleur thermo-solaire. En plus de ça, on voulait apporter un complément de production d'électricité photovoltaïque en autoconsommation, là encore pour le côté vertueux de la réduction des charges, et tant qu'à faire également alimenter une partie de la pompe à chaleur avec cet appoint électrique et la production photovoltaïque. D'où l'idée assez rapidement de chercher des solutions avec des panneaux hybrides, c'est-à-dire puisqu'on est par définition sur ce bâtiment existant un peu limité en surface de toiture, ça nous convenait parfaitement d'avoir des panneaux double usage qui puissent assurer le solaire pour la pompe à chaleur et l'électricité photovoltaïque pour les différents usages électriques du bâtiment. Voilà, c'est une quarantaine de modules hybrides solaire dual qui sont installés en toiture. Donc. Oui, c'est ça. Des panneaux Dual Sun pour la moitié des panneaux, donc qui fonctionnent avec la solution Heliopac System Plus. Ensuite, on a rajouté une bande de panneaux solaires photovoltaïques plus classiques, on va dire, pour une production d'électricité directe. Alors, on est dans le retour d'expérience. Résultat,
Comment tout cela fonctionne? Est-ce que les résultats sont probants? Alors, on a eu la chance d'avoir une mission de 2 ans de suivi de ces consommations. Justement, sujet, je pense, important pour assurer dès le départ le bon fonctionnement de l'installation. Ça nous a permis de gérer pas mal de bugs ou de petits défauts de fonctionnement sur les 6 premiers mois et ensuite d'être dans l'optimisation. Donc, avec le fabricant Heliopac, justement, pour voir si les rendements étaient à la hauteur et comment pouvait fonctionner l'appoint de production photovoltaïque dans les ballons. Donc, on a pas mal regardé toutes ces données-là et je peux vous dire que les résultats sont au rendez-vous. Après un peu plus de 2 ans d'exploitation, les coefficients de performance de la machine et de l'Heliopac System Plus sont tout à fait cohérents avec ce qu'on avait envisagé, c'est-à-dire autour de 3,5 pour le COP de rendement. Avec de belles économies donc pour l'exploitant. Oui, en tout cas une maîtrise des charges, donc qui permet justement à long terme d'être un peu moins dépendant des hausses des tarifs de l'énergie, puisque aujourd'hui on a à peu près 70% en fait des consommations qui sont issues d'énergie renouvelable. D'accord. Donc des résultats probants, ça veut dire que la reproductibilité d'un tel système est totalement pertinente. Si des acteurs nous regardent ou nous écoutent, vous prônez ce genre de système du coup. Oui, complètement. C'est pas la seule opération avec laquelle on a utilisé Heliopac. Et je pense que d'autant plus avec les panneaux hybrides type Dualsun ou d'autres, c'est très pertinent d'avoir la double fonction. Et d'optimiser les places en toiture en rapport à différents usages qu'on va trouver en toiture, ne serait-ce que habiter, donner du plaisir pour les habitants, de la végétalisation, de la technique qu'il faut intégrer. Donc tout ça réduit à un moment donné la place pour installer des panneaux solaires ou photovoltaïques. Donc un panneau qui fait les deux, c'est une belle opportunité. Écoutez, merci beaucoup Vincent Brère pour ce témoignage fort probant. Merci beaucoup et puis on vous souhaite plein de beaux projets à venir. Merci. Merci à vous. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est très beau. Oui, c'est une belle réussite. Esthétiquement, c'est oui. absolument. Ouais, le bâtiment est magnifique et je trouve que les installations solaires, en tout cas, magnifient l'ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Alors pour le coup, c'est pas nous qui y avons contribué, ouais. Mais effectivement, oui. Alors, les images sont parlantes. Et la chaufferie, mon Dieu, oui. La chaufferie est belle aussi. Ouais. Le jaune va très bien avec le jaune. Donc un mot sur cette installation, plus particulièrement. Alors moi j'aime bien cette installation parce que c'est une installation où on a travaillé en essayant de faire un petit peu de R&D pour voir comment on pouvait améliorer l'autoconsommation du photovoltaïque. On avait la chance d'avoir une surface photovoltaïque plus importante que ce qu'on a habituellement avec un ajout de module PV sans échangeur eau d'eau en complément. Et donc on a surdimensionné un petit peu le volume de stockage pour pouvoir travailler avec la pompe à chaleur et éventuellement quand la pompe à chaleur était déjà contribuée en allant un petit peu plus loin en température quand le module photovoltaïque produise le plus. Et donc on a un petit peu dégrader le fonctionnement des résistances, c'est-à-dire qu'on fait travailler plus les résistances que ce qu'on aurait fait travailler avec la régulation habituelle, simplement pour améliorer l'autoconsommation et vraiment utiliser à plein la production photovoltaïque. Et là aussi, c'est une histoire d'homme. On sent que... Voilà, il y a une vraie collaboration qui se met en place. On a vraiment échangé sur les 2 ans qui ont suivi avec Pouget. On a échangé pratiquement mois par mois sur les relevés de consommation. Et c'est assez amusant parce que c'est vraiment le commercial de la société Heliopac qui était à l'origine du projet qui allait régulièrement faire des relevés complémentaires sur le local technique pour aller apporter des éléments complémentaires à Pouget de façon à avoir le retour le plus complet possible. Et ça permet d'avoir un résultat à la hauteur. Merci beaucoup, Xavier Martinez. On peut l'applaudir, je crois. Et merci. On enchaîne. Merci. On enchaîne avec Laetitia Brottier. Donc, votre action sur le projet qui utilise votre technologie, là, sur ce projet? Déjà, je voudrais vraiment remercier Heliopac parce que c'est vrai qu'on leur
on leur adresse nos prospects les yeux fermés. Ils ont une qualité d'accompagnement du client, de la prospection jusqu'à la mise en service qui est remarquable et qui fait vraiment une différence. Nous, on adore le couplage pack, donc avec nos panneaux hybrides PVT avec les packs héliopack, parce que ça a une vraie logique technique aussi. Ça nous permet d'avoir des fonctionnements du panneau photovoltaïque qui sont optimisés. Et puis, ça a vraiment du sens finalement d'avoir un vecteur qui est aussi électrique, parce que la pompe à chaleur a besoin d'électricité pour fonctionner, En plus, et d'avoir des panneaux qui produisent aussi de l'électricité photovoltaïque sur place. On voit vraiment un sens profond à cette transition en fait qui est en œuvre dans des panneaux et des pompes à chaleur concrètement sur des bâtiments. super. On va aller un Et peu ce que plus je voulais avant dire sur, juste avant, c'est que cette installation a été faite avant finalement qu'on ait, la possibilité d'avoir du fond chaleur sur finalement les installations héliopack et en couplage PVT également. Et voilà, mais j'aurais peut-être presque, je vais le droit de poser une question à Xavier, parce qu'en finalement, est-ce que Xavier, tu peux nous partager, est-ce que ça change quelque chose en termes de dynamique du marché d'être enfin adoubé? Parce que l'ADEME, jusque-là, ne nous intégrait pas. Ça ne date que d'il y a quelques années, je dirais même un an. Vous avez tous les droits, Laetitia. Donc, Xavier. Oui, oui, clairement. Alors ça se concrétise par effectivement, il y a deux aspects. D'abord, ça fait l'aide proprement dite, ça fait baisser les temps de retour, donc ça facilite l'aide à la décision. Et puis il y a un autre aspect, c'est que ça fait effectivement parler de nous. C'est l'occasion d'avoir une écoute beaucoup plus attentive de la part des maîtres d'ouvrage, et on sent déjà la différence, même si ça fait qu'un an. D'accord. Donc, vous avez embauché, en gros, l'activité est un peu plus soutenue. Ça va l'air d'être très bien. Donc, Laetitia, on enchaîne sur votre propre technologie de chauffe-eau solaire collectif hybride. Oui, Vous on nous en a en dire déjà un petit peu parlé, plus? mais c'était pour repositionner vraiment Ouais. la technologie. Donc, pour rappeler, le solaire hybride, c'est un panneau. Donc là, vous avez un tout petit, hein, mais d'habitude, il faut 1 mètre par 1 mètre 80. Donc, on a des cellules photovoltaïques en face avant. Donc, ça, c'est un panneau qui finalement est assez basique, ou plutôt, il a, en termes d'installation, si vous savez installer du photovoltaïque, vous savez installer du DualSun. Alors après, on a cette qualité de choix des cellules et de ce qu'on a pu avoir en termes d'intelligence de qualité technique pour vous proposer les meilleures performances photovoltaïques qui existent du marché, et notamment cette qualité esthétique que vous avez remarqué sur le bâtiment avec un panneau qui est vraiment fini, avec une finition intéressante architecturalement. Et donc du coup, en face arrière, on a cet aspect de l'échangeur. Donc on a un échangeur en polymère technique qui vient finalement récupérer la chaleur derrière les cellules photovoltaïques pour l'utiliser. On a vu typiquement l'utilisation où les calories sont utilisées pour la source froide de la pompe à chaleur. Donc si je résume, pour ceux qui ne sont pas techniciens, vous connaissez certainement les pompes à chaleur géothermiques qui viennent récupérer leurs calories du sol. Et bien là, ce sont des pompes à chaleur solarothermiques qui viennent récupérer leurs calories de nos panneaux. Alors ces panneaux, finalement, ils produisent de la chaleur. Et pour me positionner en complément avec ce qui vient déjà d'être donné en termes de retour, je voulais aussi montrer un deuxième type de schéma qui est finalement le pendant du chauffe-eau solaire individuel qu'on a typiquement en résidentiel sur MaPrimeRénov'. Pour le collectif, ce qui s'appelle le chauffe-eau solaire collectif. Donc on n'est plus cette fois en train d'alimenter une pompe à chaleur, on est finalement des calories qui sont directement utilisées pour le chauffage de l'eau. Sur ces installations chauffe-eau solaire collectives, je voulais proposer cet exemple de la Seine-sur-Mer. En fait, c'était une installation, un EHPAD qui voulait mettre du photovoltaïque parce qu'ils trouvaient que ça avait un sens pour réduire leur consommation électrique. Et quand ils ont découvert le DualSun, ils se sont dit, mais c'est vrai, finalement, pourquoi on ne ferait pas de la chaleur solaire avec toutes les manières, ces toitures qui vont être utilisées au niveau on va avoir des capteurs partout sur les toitures, donc autant qu'on en ait qui fournissent de la chaleur. Donc c'est un beau projet. Donc on a 20 kW crête sur la partie photovoltaïque. Ça représente 110 mètres carrés d'installation hybride. Le chantier s'est clôturé en novembre 2021.
On est en autoconsommation? Et on est en autoconsommation. D'accord. Pour vous donner, c'est quand même il y avait des gros besoins sur place, hein, puisqu'on était quand même sur 168 gigawattheures par an de gaz. Waouh. Donc c'était vraiment essentiel en fait de repenser la manière dont on fournissait cette EHPAD, et la solution du solaire leur permet vraiment de réduire et de stabiliser une partie de leur approvisionnement. Donc on voit pas bien, normalement on voit la partie gaz, si vous avez les slides à un moment vous verrez, mais on a tablé sur 35 gigawattheures de fourniture de chaleur et un complément de 32 gigawattheures électriques avec ces panneaux. Ce qui nous permet vraiment d'avoir une installation qui va couvrir une partie seulement des besoins. Alors pourquoi une partie? Parce qu'en fait, les installations hybrides sont éligibles au fonds chaleur quand elles sont couplées aux pompes Elopac typiquement, mais elles ne sont pas encore éligibles au fonds chaleur quand on est sur des systèmes d'installation comme ça en chauffe-eau solaire collectif qui sont pourtant aidés pour les particuliers, mais pas encore pour le collectif. Donc j'espère que ça changera rapidement, mais on n'a pas encore de date. Donc j'imagine que vous allez glisser ça à l'oreille de Joséphine Isard, c'est ça, ce matin. Enfin, ça fait quelques temps. Mais du coup, oui, on a déjà des installations qui tournent, mais du coup, les dimensionnements sont moindres parce que finalement, ça réduit les capacités d'investissement quand on n'a pas d'aide, évidemment. Donc voilà pour un premier exemple. On avait d'autres. Là, je voulais juste proposer une autre installation neuve cette fois. Donc là, l'objectif et la raison pour laquelle ils ont mis de l'hybride, c'est qu'ils visaient un label E3C1. Donc le chantier est en cours et là, donc d'ailleurs, il n'est pas encore en cours. Le chantier est prévu sur 2022. On est encore les travaux ne sont pas encore commencés sur la partie, mais donc voilà la première étude qui a été faite par le bureau d'études pour voir quelles performances on pouvait atteindre grâce à ces panneaux. Donc c'est pareil, c'est du chauffe-eau solaire collectif avec aussi du gaz. Donc ça permet de passer les seuils. Et c'est vrai qu'on est en plein changement sur le neuf puisqu'on est passé à la RE 2020, donc ça va quand même transformer un peu nos habitudes de conception. Voilà, quand on est avec des solutions où on veut rester sur la chaudière gaz à condensation, ça passe pas tel quel. Donc il faut trouver des solutions pour avoir des énergies renouvelables intégrées dans la conception. Et toujours en autoconsommation avec vente de surplus? Alors là, je ne pense pas que le système a été déjà pensé financièrement. C'est-à-dire que l'autoconsommation ou la vente totale, finalement, dans le neuf, les deux sont possibles. Donc aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas encore eu contre-visualisation. D'accord. Donc voilà, là, on se retrouvait avec... c'est le bâtiment là, avec les 4 pans où il y a les solaires qui est intégré. Donc on est sur 36 PVT qui sont prévus. Donc ça devrait être intéressant. On va avoir du monitoring esthétiquement là-dessus. Aussi, d'ailleurs. Esthétiquement aussi. Effectivement. Donc voilà, c'était pour remontrer quelques photos, parce que c'est vrai que moi aussi, je trouve esthétique les installations solaires. Montrer aussi que c'est un développement finalement des projets en chauffe-eau solaire collectif qui est aussi plus facile finalement à l'international, parce qu'on n'a pas ces barrières de je finance pas parce que ça rentre pas tout à fait dans les lignes telles qu'elles ont été écrites dans le cahier des charges. On a parfois des systèmes d'aide qui sont simplifiés. Donc je vous ai mis quelques photos de la Suisse, Norvège, Nouvelle-Zélande. Vous exportez en Nouvelle-Zélande? On exporte jusqu'en Nouvelle-Zélande. Oui, l'Australie, c'est le plus loin qu'on fait. Ouais. Wow, génial. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ce retour d'expérience de l'international. Alors comme disait Xavier, nous on est vraiment sur un positionnement de fabricant. Donc on a toujours des interlocuteurs locaux qui s'occupent finalement d'accompagner les projets, mais qui ne sont pas casquettes Dualson. On les fournit ensuite. En fait. Une curiosité, comment vous avez fait pour être connu en Nouvelle-Zélande, en Australie? C'est les salons? C'est quoi? En fait, on a un très bon partenaire en Australie. Et donc, c'est de là que ça a irrigué un peu localement. Vous êtes fiers de ça? Mais c'est sûr que c'est du Made in France exporté, donc évidemment, on peut que être fier d'avoir des technologies françaises innovantes qui sont reconnues à l'international. Sur l'hybride, c'était des technologies où on peut vraiment se targuer d'avoir une vraie leadership technologique. Donc évidemment, on est très fiers. Évidemment. Mais félicitations et on peut vous applaudir. Merci beaucoup, Laetitia Brottier.
Alors, on va passer. On a quelqu'un en visio, Olivier Gaudin, avant vous. C'est Arnaud Sarzac. Alors, est-ce qu'Arnaud Sarzac m'entend, du bureau d'études techniques Solarsen? Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, absolument. On peut l'applaudir, bravo. On ne vous entend pas, en revanche. Alors, Ah si, on vous entend très bien. Ouais, je suis désolé, ouais, absolument. Vous êtes spécialiste énergie renouvelable et performance énergétique. Et on part avec vous à Port-Saint-Louis-du-Rhône visiter l'installation de la résidence Croisa, avec des résultats à la hauteur. On vous écoute. Alors effectivement, on est bureau d'études depuis une vingtaine d'années, spécialisé dans l'énergie solaire. On nous a demandé, au travers d'un programme NTE, ADEME, avec le soutien de l'ADEME, de suivre la performance d'une installation de bouclage solaire. Alors c'est un peu un sujet dans le Socol. Effectivement, on est donc depuis une quinzaine d'années assez friand de ce type de solution. Nous, on verra pourquoi, on va comprendre pourquoi. Alors sur la slide suivante, on peut peut-être regarder déjà à présenter donc la résidence qui a été équipée. Il s'agit effectivement donc d'une résidence de logements sociaux, 212 logements sociaux Logirem. GCC qui est le mandataire, l'entreprise mandataire. On a PLB qui était maître d'œuvre sur l'opération. Nous, en tant qu'AMO, mise au point et suivi de la performance. L'entreprise E2 Solaire, qui est une entreprise locale sur Saint-Cyr, qui est spécialisée dans le solaire. Et effectivement, donc une mission d'AMO BE tiers qui a été mise au point par l'ADEME pour le suivi des installations hors fond chaleur, avec des schémas hors fond chaleur. Voilà, donc là, on est hors fond chaleur, mais on ne dépasse pas de grand-chose. On a juste mis en place, vous verrez, une logique de décharge de production solaire excédentaire sur la boucle de distribution. Sur la slide suivante, on va comprendre, déjà essayer de, alors, sans rentrer dans le détail du schéma, on est sur un schéma en eau technique déjà, on commence un peu à les connaître maintenant, avec donc une solution de stockage solaire en amont d'un ballon de stockage d'appoint, et on distribue au travers d'échangeurs instantanés, comme on le voit de plus en plus, ces schémas qui sont de plus en plus répandus chez les industriels. On parle de conception anti-légionellose, moi j'y vois beaucoup d'autres avantages. Notamment celui de pouvoir assez facilement faire du bouclage solaire. Et là, on voit que sur ce schéma, dans la partie violette, on a tout le retour de boucle qui est équipé donc effectivement d'une vanne 3 voies qui va permettre de récupérer cette production solaire en surplus pour alimenter la boucle de distribution. Alors, la boucle de distribution, juste pour faire un petit retour sur ce que j'ai dit, on est sur une opération de réhabilitation. Et on n'a pas pu faire, on parle beaucoup de RT ou de RE maintenant, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait au niveau de la reprise des calorifuges de la boucle. Donc le maximum a été fait, je crois qu'on est en classe 3, mais malgré tout, on est quand même sur une résidence assez importante en taille, avec de très gros besoins de bouclage. Et on se rend compte de plus en plus sur de la réhabilitation comme ça, qu'on a un besoin de bouclage qui dépasse parfois le besoin de réchauffage. Donc, il ne faut pas occulter, comme on a fait ces 30 dernières années, le fait qu'il y a des pertes de bouclage et que le solaire ne doit pas compenser ces pertes. Bien au contraire, le solaire doit compenser les pertes de distribution. Il faut les intégrer dès le départ dans le dimensionnement et la conception de l'installation. Donc, on peut voir après sur le graphe, c'est assez explicite, que alors c'est un graphique, je crois, de consommation. Je ne le vois pas apparaître. Alors voilà, bon, c'est sur le schéma, on va peut-être le passer. C'est effectivement le schéma Socol. Alors c'est presque le schéma Socol. Voilà, on a juste, c'est pas moi qui l'ai décidé, ça s'est fait en exécution en cours de chantier. C'est juste que cette fameuse vanne qui permet de potentialiser le solaire pour la boucle de distribution n'est pas mise au primaire, mais simplement au secondaire. L'entreprise et le maître d'ouvrage ont décidé de positionner la vanne de bouclage sur le retour de la boucle directement. Avec l'inconvénient, c'est qu'elle est soumise au calcaire, et alors que si elle était positionnée sur le primaire, ça n'aurait pas été le cas. Mais c'est un choix qui a été fait comme ça, et malgré tout, en termes de performance, ça fonctionne de la même manière. Sur le graphe qui suit, alors est-ce qu'on peut le voir? Voilà. Alors déjà, le premier constat, et c'est important de le dire, c'est qu'on est sur une surface de capteur de 153 mètres carrés. Souvenez-vous, pour 212 logements, on est donc sur un rapport de surface au logement qui est très faible. On a à moins de 1 mètre carré par logement, c'est vraiment très très faible. On se dit, mais alors, est-ce qu'on doit vraiment décharger la production excédentaire puisqu'il n'y en aura pas? On est censé ne pas avoir de production excédentaire avec un ratio aussi faible. Ce n'est pas le cas, en fait. On se rend compte que malgré tout, en été, on le verra sur le graphe d'après, en été, on consomme finalement très peu. Et ça suffit parfois pour connaître des épisodes de surchauffe.
Et là, on est sur une inclinaison qui a été volontairement décidée à 30 degrés pour aller maximiser la production estivale. Donc, on fait un peu le contraire de ce qu'on a l'habitude de faire. Mais avec une surface aussi faible, on était confiant par rapport à ce risque-là. D'autant qu'avec le bouclage solaire, je dirais, on avait quand même une décharge assez efficace. Il faut plutôt la considérer comme une décharge. Avant de partir sur une logique d'économie d'énergie, il faut vraiment imaginer que c'est une décharge, le bouclage solaire. Et on stocke sur 10 000 litres de stockage avec un ballon d'appoint de 4 000. Donc sur la slide d'après, effectivement, je crois qu'on voit alors la consommation d'eau chaude journalière. Vous voyez, on est à 8 mètres cubes jour pour 212 logements, ce qui est vraiment pas beaucoup. On commence à être habitué maintenant, les ratios, on les connaît, dans le social, on a beaucoup de gens, enfin dans le social ou ailleurs d'ailleurs, mais beaucoup de gens partent en vacances l'été. Et là, on se rend compte que sur la période estivale, on a quasiment une consommation qui est 2 fois inférieure à la consommation hivernale. On monte à 14 mètres cubes au mois de janvier quand on est à 8 mètres cubes au mois de juillet ou au mois d'août. Ensuite, sur le graphe d'après, on va effectivement voir que sur le besoin en énergie, cette fois-ci, et puis en volume, donc en kilowattheure par jour, on a sur la partie rose claire l'énergie qui est dépensée, consommée pour réchauffer l'eau, et en rouge, l'énergie qui est consommée pour maintenir le réseau de distribution à la température. Donc, on distribue entre, il me semble, 58 et 53 degrés sur ce site. Et vous voyez que c'est quand même important de voir qu'en été, on consomme quasiment plus pour compenser les pertes que pour réchauffer l'eau. Alors, sur la graphe qui suit, alors c'est pas moi qui passe les slides, voilà. Sur le graphe qui suit, on est sur un graphe qui est assez représentatif de ce que l'on peut obtenir en termes de gains, de surgains. On vient doper en quelque sorte l'installation solaire, puisque on le voit sur le compteur de production d'énergie solaire utile, le fameux PESU là, en jaune clair. Bon, là, on monte à un certain niveau, mais très en dessous, effectivement, de ce que la chaudière d'appoint apporte. Donc, en fait, on aurait un taux de couverture relativement faible, bien inférieur à 50%. Et en orange foncé, le compteur qui a été disposé sur le retour de boucle, lui, effectivement, permet de bien matérialiser les gains supplémentaires. Donc, ce que j'appellerais le dopage de l'installation solaire. On vient augmenter, en fait, non pas artificiellement, mais avec du surplus, la production solaire utile. Et vous voyez que même pour une installation qui est sous-dimensionnée, on fait du bouclage solaire. C'est-à-dire que très vite, au-delà de 55 degrés, quand le ballon de stockage dépasse les 55 degrés, on vient récupérer l'énergie solaire au profit de la boucle de distribution. Donc évidemment, si on lise sur un mois, on se dit mais je comprends pas, on décharge, mais on voit que la pointe continue à fonctionner. Oui, enfin, c'est un graphe qui est sur une année, donc vous comprenez bien que au stade sur une période aussi longue, on ne voit pas les détails, suffisamment de détails. Quand on regarde sur une journée, il peut effectivement y avoir de la décharge solaire vers la boucle et un recours à la pointe pendant la nuit, par exemple. Donc, on aurait pu effectivement largement dépasser les 153 mètres carrés de capteurs. On s'en rend compte, on est à peine à plus de 50% de taux de couverture, ou plutôt de taux d'économie d'énergie, on devrait dire. On ne parle plus de taux de couverture en solaire thermique. Donc 153, moi j'aurais sans peur proposé 250 voire 260 mètres carrés de capteurs. On aurait frôlé l'autonomie estivale et on serait arrivé à un rapport de l'ordre de 1,25, 1,3 mètres carrés par logement. En ce qui nous concerne, c'est les rapports qu'on suggère. Nous, Donc on part toujours sur un besoin global et on arrive assez souvent à ce type à ce niveau de ratio, de l'ordre de 1,3, 1,5 mètres carrés par logement. Et donc, sur la slide qui suit, je le découvre un peu en même temps parce que, voilà, c'est pas moi qui… Donc, on est sur une prévision, parce qu'il faut quand même rapprocher la prévision avec la mesure. Donc, nous étions sur une prévision de PESU avec le logiciel Solo 2018 qui prend en compte les pertes de boucle aujourd'hui, depuis maintenant 3 ans, de 104 862 kWh par an. On avait une productivité qui est de 685, ce qui n'est pas mauvais en soi. Par contre, avec une consommation qui avait été estimée entre 9,5 en été et 19 mètres cubes par jour en hiver. Souvenez-vous, on est entre 8 et 14. Donc, on consomme moins que ce qui a été utilisé. Donc, globalement, on aurait eu, en théorie, moins que 104 862 kWh. On aurait été un petit peu en dessous.
Et quand on fait la mesure, donc sur la période d'avril à mars, ben, on a récupéré donc 89 855 en production d'énergie solaire utile. Et on a récupéré, potentialisé plus de 18 000 kWh supplémentaires pour la boucle de distribution, ce qui porte la production globale utile, vraiment utile. Hein, on est mesuré au secondaire, donc sur la distribution, à 108 000. Donc on a un léger gain quand même, qui n'est pas énorme, mais il faut savoir qu'on est sur une installation, encore une fois, qui était sous-dimensionnée. Je vous laisse imaginer, si cette installation est correctement dimensionnée, ce que l'on peut obtenir comme surgain. Bien plus que 17%. On a une répartition 83-17%. Moi, j'ai des installations solaires qui tournent à 50-50. Hein, donc 50% pour le réchauffage de l'eau, 50% pour compenser les pertes de boucle. Et il m'arrive très souvent de dimensionner des installations qui sont autonomes pendant l'été. Hein. Et je tiens à préciser quand même que ces résultats de mesure, en plus, sont un peu impactés par une panne. Il y a eu un arrêt de production. On l'a vu sur le graphe d'avant, là, au mois de juillet. Entre le 4 et le 15 juillet, on a eu un arrêt total. Donc, si on extrapole, on aurait pu porter la production globale à peut-être 115 000 kWh, je ne sais pas. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la conclusion. Alors, avant ça, effectivement, juste pour vous donner un ordre d'idée, des températures qu'on obtient avec ce type de schéma. En jaune, alors je ne l'ai pas indiqué, en jaune, on est sur la température des capteurs solaires. Et vous voyez qu'on a des petits pics parfois, mais ça c'est dû à des petits défauts d'exploitation pas bien méchants. On voit d'ailleurs la fameuse panne de 12 jours là, au mois de juillet l'année dernière qui apparaît, qui a un impact direct sur la température du stock, puisque le stock, la courbe en rouge, évolue donc entre une vingtaine de degrés ou un peu moins en hiver et 60 degrés maximum en été. Ça veut dire qu'avec une installation de ce type, donc en considérant la production solaire pour la boucle, notre stock, on le maintient à 60 degrés. Voilà. Et on peut tout à fait imaginer qu'on monte un petit peu plus, à condition d'avoir dimensionné le stock en conséquence et atteindre l'autonomie estivale. Voilà ce que je voulais vous présenter, c'est que même sur une installation qui est sous-dimensionnée, il y a toujours un intérêt à faire de la boucle solaire. Voilà. Merci. Donc, on augmente annuel. Hein, on peut dire, on augmente la production annuelle, on réduit la fréquence d'enclenchement de la pointe. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre parce que pendant trop longtemps, nous avons considéré que le solaire devait fonctionner de manière totalement indépendante de la pointe, ce qui pour moi est une erreur. Donc là, effectivement, en faisant ça, la chaudière ne s'enclenche plus du coup. On limite la surchauffe estivale du fluide, évidemment, dans le cas d'installation surdimensionnée. Hein, donc, si vous avez une installation qui est un petit peu en limite haute, pour des raisons plus ou moins obscures, hein, on imagine en RT ou en RE, on est obligé de mettre plus, enfin obligé. Le bureau d'études prend la liberté de mettre plus de capteurs pour passer au niveau réglementaire. Il se trouve qu'en conception, c'est pas bon. Ça arrive souvent, c'est problème récurrent. Bien, le fait d'avoir cette logique de décharge permet de limiter la surchauffe. On a un coût d'investissement qui est très faible. Hein, juste pour vous donner un ordre d'idée, une vanne comme ça avec un petit bout de tuyau et la commande, c'est moins de 1 000 €. Et grâce à l'écrémage, pas un écrémage, à la limitation de la température du stock et du fluide, on augmente la durée de vie des matériels, y compris du fluide antigel. Merci, voilà. Merci beaucoup, Arnaud Sarzac. On peut vous applaudir, je crois que c'était très intéressant. Donc, voilà, comment valoriser le bouclage. Merci beaucoup à vous. Vous restez en ligne, il y aura peut-être des questions pour vous. On conclut cette riche journée d'échange avec vous, Olivier Gaudin, fondateur et président de Solisart. Vous êtes fabricant français de chauffage solaire. Alors, où est-ce qu'on en est du chauffage solaire en France aujourd'hui ? Alors, le chauffage solaire, comme vous l'avez vu ce matin, est en forte croissance, presque 100% par an. Donc, vous avez eu beaucoup d'exemples de chauffage solaire dans le particulier qu'a pu présenter Gaël Parins avec des factures extrêmement faibles. Donc, pour vous décrire un petit peu le retour d'expérience sur le NTE, donc là, on va passer en collectif. D'abord, vous décrire un petit peu la technologie du chauffage solaire direct, hein, qui est innovante. Donc, c'est une technologie récente, elle a été développée il y a 13 ans, avec le principe du direct, c'est-à-dire d'éviter toutes les pertes de rendement des échangeurs et des ballons. Donc, c'est aujourd'hui la technologie, elle a bénéficié du soutien de l'ADEME.
Et il y a plusieurs aspects que vous allez voir qui vont vous permettre de un peu mieux comprendre. Elle intègre donc des gros gains d'économie par capteur, une connexion Internet et un autodiagnostic. Donc tout ce que vous a dit Pierre Chalumeau précédemment, eh bien c'est complètement intégré, transparent pour alléger les installateurs et les sociétés de maintenance et faire tout ce diagnostic en automatique et de façon complètement transparente. Et le dernier point avant, et puis là on va aller sur les résultats, tous nos systèmes intègrent une gestion du bouclage sanitaire en solaire pour avoir les gains dont vous a parlé, parce qu'on peut comme ça doubler la production solaire l'été, c'est-à-dire pas se contenter uniquement des besoins d'eau chaude, mais aussi les besoins de bouclage. Ce qui est particulièrement impactant en chauffage solaire, puisqu'on a des grandes surfaces. Et donc, ça va permettre de booster les économies. Et juste avant de nous présenter les résultats, un dernier point, c'est le rendement de chaudière mesuré par l'ADEME. Un point qui va intéresser toutes les personnes qui ont un bouclage sanitaire, c'est que le rendement des chaudières en bouclage sanitaire, il est en moyenne de l'ordre de 25%. Alors que pour le poste chaude, il est en moyenne de l'ordre de 70%. C'est-à-dire que lorsqu'une chaudière fait des microcycles pour un bouclage sanitaire, eh bien, elle travaille sur un taux de charge qui est extrêmement faible. C'est plein de petits cycles. Et donc, on économise 1 kWh produit avec le solaire. En gaz ou en fuel, on économise 3 kWh. Donc maintenant, on va passer au retour NTE. Donc, du coup, je vais aller tout de suite sur des retours d'expérience. Donc ici, on est à Rouen, parce que le solaire, beaucoup pensent que ça ne marche pas dans le nord de la France. En fait, le chauffage solaire marche aussi bien de Marseille dans le nord de la France. Donc ça, c'est une spécificité du chauffage solaire. Alors pourquoi? C'est parce que la baisse de l'ensoleillement en fait, est compensée par une période de chauffage qui est beaucoup plus grande. Et donc, on a les mêmes économies, les mêmes kilowattheures de Marseille à Lille. Et donc, ici, vous avez un retour d'expérience à Rouen, en NTE. Il y a 3000 m² chauffés, 40 appartements. Tout ça chauffé avec 300 m² de panneaux solaires. Et le bouclage sanitaire est traité avec le chauffage solaire. Et on arrive à des consommations de 28 kWh, c'est-à-dire environ 60% d'économie par rapport à l'utile. En termes de facture énergétique, on parle de 80 € par an, pas par mois, 80 € par an. Chauffage et eau chaude, et ça sur 40 appartements, 3000 m² chauffés. Donc, ce système, du coup, a eu des articles de presse que vous retrouvez dans voilà, Cité, et une vidéo sur le site CGBAT. Alors, sur le retour NTE, c'est, comme je disais précédemment, les exigences sont assez complexes. Et aujourd'hui, il n'y a aucune donnée exploitable, malgré voilà, toutes les relances de l'ADEME qui a fait un travail remarquable d'accompagnement et nous aider, nous alléger au maximum de toutes les contraintes. Donc je tenais à les remercier. Mais il n'empêche que pour le BE qui a suivi cette opération, voilà, peut-être des exigences un petit peu trop complexes. Deuxième retour d'expérience, on parle de retour d'expérience réel, concret. Donc là, on est sur un hôpital, donc celui de Bonneville en Rhône-Alpes. Il a été beaucoup question des établissements de santé d'ailleurs, aujourd'hui, lors des états généraux. Oui, beaucoup cité. Ouais. Donc il y a eu 2 dépôts de dossiers, donc un premier en 2013, et puis le chantier a pris du retard, et donc l'ADEME, et à juste titre, a du coup abandonné le projet vu les retards que prenait l'hôpital, des retards liés à l'obtention des permis, des subventions, enfin voilà, tout ça. Ce dossier a été reposé en 2020. Et le dossier a été accepté. Et donc, l'installation fonctionne depuis 2020.
malheureusement, il y a eu période Covid, et donc on est sur un chauffage solaire qui a tourné, qui a très bien fonctionné, mais sans aucun puisage d'eau chaude. Alors du coup, c'est un très bon exemple du fonctionnement d'une installation. Donc là, on a 60 mètres carrés de capteurs et on va voir comment ça fonctionne. La mise en service, donc période Covid, voilà, complexité pour les chauffagistes d'intervenir, avec confinement, avec tout ce que vous savez. Donc une mise en service qui a pu avoir lieu en 2021. Et l'ouverture de l'hôpital au public qui a pu avoir lieu en juin 2021. Donc cet hôpital, c'est en Haute-Savoie, il a 300 mètres carrés de plancher chauffant, 40 mètres carrés d'une piscine de balnéothérapie, et donc le chauffage solaire est constitué de 60 mètres carrés chauffage. Alors, le premier constat, c'est même s'il n'y a personne, eh bien, il y a toujours des besoins énergétiques, parce que le bouclage, réglementairement, c'est H24, un départ à 60, des retours à au-dessus de 55. Au-dessus de 50, pardon. Et du coup, ça veut dire des consommations énergétiques, même s'il n'y a personne. Et donc ici, vous voyez l'installation solaire. Et donc, avec 60 mètres carrés, donc là, on voit en période estivale, hein, j'ai pris août voilà, 2020, donc avec aucun puisage d'eau chaude. Et donc, voilà, vous voyez un fonctionnement d'une installation solaire où la journée, les deux ballons que vous voyez, hein, le ballon solaire et le ballon d'appoint, sont chauffés par le solaire. Donc ça, c'est une spécificité Solisart, c'est-à-dire qu'on est capable d'apporter la chaleur des capteurs dans le ballon d'appoint, et donc de couvrir aussi les besoins du bouclage, parce qu'on va pouvoir apporter la chaleur dans le ballon d'appoint. Et donc, en termes de performance, eh bien, vous voyez, on a chauffé les deux ballons. Alors, il y en a un qui monte un petit peu moins vite que l'autre parce qu'il y a le bouclage sanitaire qui récupère des calories sans arrêt. Et la nuit, ce que vous voyez, c'est que le bleu, donc le ballon d'appoint, eh bien, il se fait pulvériser par le bouclage sanitaire. Et avec l'énergie stockée, eh bien, on voit qu'on est toujours au-dessus. Donc là, la consigne de la chaudière, c'est de maintenir les ballons au-dessus de 55. Hein, c'est réglementairement en collectif, on est obligé de partir au-dessus de 55 d'un ballon. On a toujours été au-dessus. Et donc, c'est un bouclage qui est traité à 100% en autonomie par le solaire. Et comme l'a dit l'intervenant précédent, les besoins de bouclage, c'est aussi important que les besoins d'eau chaude. Donc, on va pouvoir doubler l'économie solaire. Mais en termes d'économie de gaz, de fuel, comme le rendement de la chaudière est 2 fois plus mauvais en bouclage sanitaire, et bien en fait, ça permet de faire 4 fois plus d'économie. Donc là, on est sur des factures, comme vous avez pu le voir sur les 40 appartements à 80 €, des factures qui permettent d'être très fortement réduites, parce qu'on va très fortement économiser tous les besoins énergétiques, chauffage, eau chaude et bouclage. Alors, donc le retour d'expérience de ce NTE. Alors là, je vous ai mis les exigences NTE, hein, donc il faut mettre des compteurs un peu partout pour tout compter, pour faire des méthodes FSC, FSAV, qui sont voilà, très lourdes. Donc ça demande 9 compteurs d'énergie. Donc c'est des choses qui demandent voilà, 18 sondes, enfin une complexité qui est voilà, qui est là. Insupportable, on peut le dire. Et voilà, donc je tenais à peut-être voilà, faire en sorte que les choses soient simplifiées, mais vraiment là, un choc de simplification. Pour vous donner un ordre de comparaison, en Belgique, où on exporte, et en Belgique, les exigences d'éligibilité, ils demandent un seul compteur. En sortie des capteurs, on mesure la quantité d'énergie. Ils ne vont pas demander où va l'énergie, pourquoi, la partie du bouclage, la partie du machin. Voilà, on met 1 kilo, un compteur, et on a le productible solaire. Pour vous dire qu'il y a des choses très simples qui peuvent être faites, voilà. Et donc voilà pour le retour de bouclage et Merci. le retour d'expérience. Merci beaucoup Olivier Gaudin pour cet exposé très clair, là aussi, et avec des gains substantiels pour le coup. Questions-réponses pour finir. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Merci.
Bonjour, donc Cheikh Faye, Eurovent Certita. J'ai une question pour Olivier. Je trouve que c'est assez intéressant de montrer que le chauffage solaire peut marcher n'importe où en France. Cependant, j'ai une petite question, donc c'est presque même à titre personnel. Dans le cadre d'une copropriété qui serait intéressée donc pour modifier son installation, donc là par exemple typiquement une installation où on est sur du chauffage urbain, donc avec une proportion de gaz qui est quand même des fois assez importante, quel est le coût, en prenant vraiment les coûts directs et indirects, d'investissement pour une copropriété, alors peut-être par logement ou au niveau de la surface, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du coût résiduel. Donc ça, on le voit beaucoup. Mais le coût d'investissement, on en parle très peu. Et donc, c'est vrai qu'il y a des systèmes d'aide, mais je pense aussi que dans la dominante, dans ce qu'on essaye de faire, je pense qu'il y a aussi une dominante sociale. Et donc, si les gens ne peuvent pas forcément se payer, entre guillemets, la technologie, eh ben, ça bloque. Donc, je ne sais pas si en termes d'investissement, on est sur des très hauts niveaux, des niveaux modérés, voire bas. Alors, je vais vous donner un retour d'expérience là d'un chauffage solaire collectif en multi-copropriété. Donc, il y a plusieurs propriétaires. Alors, il y a deux aspects. On peut faire que de l'eau chaude, où là, il y a très faible surface capteur. Ça peut être 1 mètre carré, comme dans l'exemple de l'intervenant précédent, ou du chauffage solaire, où là, on va couvrir les besoins de chauffage, d'eau chaude et de bouclage. Donc là, moi, j'ai parlé de chauffage solaire, c'est-à-dire qu'on va parler de la totalité de la facture énergétique. L'installation complète, c'est-à-dire qui intègre toute la chaufferie complète, hein, avec les circulateurs pour le chauffage, donc pas que solaire, hein, toute l'installation complète, ça représentait 3 000 € par propriétaire. Et en retour sur investissement, puisque là, ça a été présenté voilà, avec l'ADEME et ils sont en retour sur investissement sur 6 ans dans ce cas-là. Alors, en quoi c'est intéressant en collectif? C'est que en fait, quand on pose un échafaudage, qu'on mette 2 capteurs ou 50, c'est le même coût d'échafaudage. Une sonde de température, que j'ai 2 capteurs ou 50, c'est le même coût. Et du coup, le coût de l'échafaudage, le coût de la sonde sont 50 fois moins chers quand on est en copropriété. Et donc, les retours sur investissement, du coup, là, on arrive à, dans ce cas-là, à 6 ans. C'était basé sur le coût du gaz de l'année précédente. Donc, avec le gaz, là, qui a doublé, en fait, on va arriver sur des retours sur investissement extrêmement intéressants. Et donc, le solaire thermique, aujourd'hui, de par son coût du kilowattheure, est une énergie qui est extrêmement compétitive, notamment plus la surface augmente. Et sur le particulier, on a des retours, alors sur les gros particuliers, puisque là on est sur le parti collectif, donc je parlais de 450 m², chambre d'hôte, mais c'est un propriétaire hein, qui a 14 chambres d'hôte. Là, il est en Belgique, pour vraiment pousser au nord. Il fait 75% d'économie, c'est 10 000 litres de fuel, c'est rentabilisé en 5 ans. Voilà, ça vous donne un peu un ordre de grandeur en collectif où en fait, le prix posé baisse et donc les rentabilités, comme le prix de l'énergie en collectif, a très fortement augmenté. C'était pas vrai il y a 1 an ou 2. Hein. Mais comme le prix du collectif, du gaz, comme l'a dit Laetitia, il est monté fortement, là on arrive sur des rentabilités qui peuvent être très intéressantes. Le problème dans les copropriétés, c'est que vous avez des propriétaires résidents et des locataires. Ça pose un problème vraiment? Comment on arrive à gérer ça? Alors, c'est la grosse difficulté, c'est qu'il faut réussir à convaincre tout le monde. Donc ça, c'est une difficulté. D'accord. Merci. Je dirais la différence par rapport à avant, c'est que comme le prix du gaz a triplé, avant c'était 3 fois plus dur, avec des rentabilités qui sont excellentes. Voilà, la difficulté est plus du tout la même. Une autre question? Non? Si? Monsieur?
Je voulais vous remercier pour votre retour d'expérience, c'était très intéressant. Je suis Antoine Descamps, Société Sirius. J'avais une question pour Dualsun. J'étais un peu surpris des chiffres que vous avez annoncés pour l'EHPAD Bellevue. J'ai vu rapidement la diapo. J'ai cru voir 110 mètres carrés de capteurs solaires, c'est ça? De capteurs hybrides? Oui, c'est ça. Et pour 30 gigawattheures d'énergie produite par an, ça me paraît énorme, sur les 110 mètres carrés. Bah, sur soi, non, ça me paraît plutôt correct. On est sur, je retrouve les chiffres en même temps parce que pour ne pas dire de bêtises de tête, mais la proportion me paraissait logique. En plus, on était justement pour arriver sur la question du fonds chaleur. Les caractéristiques qu'on voit, c'est justement de savoir combien de kilowattheures on va produire par mètre carré et par an, par mètre carré de capteurs. Et la raison pour laquelle on ne passait pas là, typiquement, c'est qu'à 35 gigawattheures par an divisé par 110 mètres carrés, gigawattheures thermiques, hein, divisé par 110 mètres carrés, on est au-dessous du plancher, enfin du 450 kWh par mètre carré par an qui sont nécessaires pour passer les critères du fonds chaleur. On est plutôt... Là, vous êtes non, il y a un facteur 1000 là quand même. 35 gigawattheures, si vous divisez par 110, ça fait 320 mégawattheures. Il y a un problème d'ordre de grandeur là. Ok, merci. Tout à fait. Excellente remarque. Il faut remplacer les G par des M et vous avez les diviser par 1000 en fait. Ouais. Merci. Excellent. Tout à fait. On la corrigera. Donc on a effectivement l'ordre de grandeur là, c'était le temps de 350 kilowattheures par mètre carré par an de productibles au lieu des 450 attendus en seuil pour le fonds chaleur. Okay. Tu sors de giga méga, comme souvent. On corrigera. Mais du coup, la consommation du bâtiment était bien à 170 gigawattheures pour le coup? Non, du coup, c'était les... Tout est en méga. Tout est en méga. Tout est en méga. Ouais, en fait. Merci pour votre remarque. Excellente remarque. Ouais. Une dernière question peut-être? Non? Bah écoutez, je vais vous remercier à tous. Merci vraiment pour votre présence ici, pour ces états généraux de la chaleur solaire. On peut applaudir également les participants, et Arnaud Sarzac également, qu'on salue et qu'on remercie pour son intervention. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui. On se retrouve l'année prochaine pour des états généraux de la chaleur solaire encore plus dynamiques. On verra, j'imagine, l'évolution du marché. Laetitia, vous voulez peut-être conclure, en dire un petit mot en tant que vice-présidente d'Enerplan? Peut-être... Ok, avec plaisir, toujours. Moi, je vous souhaite on va dire de vivre au quotidien dans vos entreprises cette dynamique qui s'annonce. Voilà, j'espère que vos recrutements vont bien se passer, que vos formations vont vous permettre de grandir en qualité et en compétences sur l'ensemble de vos effectifs. On restera évidemment à vos côtés sur côté Enerplan pour travailler et faire évoluer le cadre. On a vu qu'on a la première bataille là tout de suite, puisque la semaine prochaine, c'est la question de la négociation de la PPE chaleur renouvelable. Donc ça va être un premier enjeu aux côtés du syndicat. Et puis il y aura bien d'autres points techniques sur lesquels je vous invite à nouveau à venir participer au groupe de travaux. Et puis on se retrouve évidemment pour les états généraux l'année prochaine pour célébrer le succès d'un nouveau cadre, je l'espère. Et nous, on l'espérons tous. Et Enerplan vous donne rendez-vous également le 20 septembre pour l'Université de l'autoconsommation en présentiel à Paris. J'espère que vous serez là aussi. Donc merci à vous tous et puis à bientôt. Merci. Au revoir.